Charlie Hebdo, 10 ans après, les irresponsables. 10 ans ont passé depuis ces terribles journées de janvier 2015, le massacre de Charlie Hebdo, l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe, policière à Montrouge, et l'attaque antisémite de l'Hyper Cacher. Nous ne savions pas que ce n'était que le prélude sidérant d'une décennie d'attentats qui ont marqué au fer rouge la France. Mais ni les politiques, ni les acteurs clés de la société civile n'en ont tiré les conclusions qui s'imposent. Elles sont pourtant simples. Derrière cette violence terroriste se propage une idéologie totalitaire, l'islamisme. Ce podcast est basé sur le livre Témoignages d'Éric Delbecq paru chez Plomb. Expert en sécurité intérieure, Éric Delbecq est l'ancien directeur sûreté de Charlie Hebdo après l'attentat de 2015. Il a également dirigé l'Institut d'études et de recherche sur la sécurité des entreprises. Docteur en histoire, titulaire d'une maîtrise de philo, c'est un homme de terrain, au parler vrai, au parcours républicain exemplaire, déterminé et combatif face aux irresponsables qui, par bêtise, intérêt personnel, cynisme ou idéologie, nouent des armes face à ces djihadistes résolus à dissoudre la cohésion nationale pour installer un régime d'oppression. Charlie Hebdo, 10 ans après, les irresponsables, épisode 3, Islamisme, le nouveau fascisme totalitaire. Éric Delbecq, dans Les Irresponsables, nous avons parlé d'abord de Charlie, ensuite de ceux qui étaient effectivement des irresponsables. Au travers, évidemment, de ce livre, c'est l'islamisme et c'est la manière dont, aujourd'hui, en France, on le traite depuis 10 ans. Est-ce que les attentats de Charlie, celui contre Clarissa Jean-Philippe, celui contre l'Hyper Cacher, les attentats contre le Bataclan et les terrasses de café, vous donnez à un moment donné du livre la longue liste des attentats terroristes islamistes en France. Est-ce que 10 ans ou 12 ans après, aussi bien au niveau politique qu'au niveau de nos concitoyens, nos compatriotes, est-ce que cela a été compris ou pas ? Alors, est-ce que vraiment on comprend, si je résume un peu la question, le poids, la prégnance, la réalité de ce risque aujourd'hui. Et c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai aussi donné les noms d'un certain nombre de victimes pour que ça reste incarné. Je n'en suis pas totalement certain. Les proches, les familles, tous ceux qui sont impactés directement, indirectement, je pense qu'ils le comprennent. Après, est-ce que tout le monde le comprend ou le comprend toujours ? C'est une question, là aussi, que je me pose tous les jours, sur laquelle j'ai pas un avis une fois pour toutes. Et souvent, avec les actes terroristes, lorsque ils s'espacent, ou lorsque le bilan est éventuellement moins lourd, la profondeur, l'intensité du sujet a tendance à baisser et à ne plus être perçu. C'est pour ça que c'est important également de bien comprendre que ce qui nous menace, c'est l'islamisme en tant que problématique générale et pas simplement la violence armée, pas le djihadisme au sens étroit, c'est-à-dire l'attentat ou le départ des gens sur un théâtre d'opération. Vous dites depuis 2012, l'intensité du risque terroriste islamiste en France n'a cessé de croître avec une évidente accélération en 2015. Le djihadisme international se porte finalement plutôt bien, c'est vrai. Comment est-ce qu'on peut expliquer la différence que vous faites dans le livre entre le djihadisme, c'est pas la différence, le fait que le djihadisme soit finalement une étape dans le projet des islamistes? Alors, il faut repartir toujours du terme qui est le plus significatif pour nous et sur lequel on peut essayer de convaincre de plus en plus de nos compatriotes, c'est l'islamisme. Amélie Chély pour TV5 Monde.
En fait, l'islamisme, il faut entendre que c'est une idéologisation de l'islam. Et en fait, l'islam subit... Déjà, l'islam est protéiforme en fonction des aires où il se déploie. C'est-à-dire que l'islam indonésien ne ressemble pas finalement énormément à un islam subsaharien, par exemple. Et puis, bien évidemment, quand il y a ensuite une idéologisation de l'islam, eh bien, ça peut ouvrir à plusieurs grandes tendances qui peuvent même parfois s'opposer, être rivales et ne pas toutes forcément prétendre aux mêmes perspectives. Il y a un phénomène qui s'appelle l'islamisme, qui est, j'y reviendrai sans aucun doute, une manifestation dans notre siècle. Je vais employer aussi un mot issu de notre expérience du Covid, un variant du fascisme totalitaire ou du totalitarisme fasciste du XXe siècle. Cet islamisme, qui est la matière idéologique, nourrit une action qui est le djihadisme, c'est-à-dire le combat omnidirectionnel pour faire progresser le projet islamiste, c'est-à-dire un projet totalitaire. Et ce djihadisme peut être conçu... Moi-même, j'ai été dans cette étape à un moment, mais l'évolution des faits a nécessité, à mes yeux, d'évoluer. Donc ce djihadisme peut être conçu au sens étroit, comme étant la violence terroriste, comme par exemple l'attentat de Charlie, de l'Hypercacher, le Bataclan, ou bien, effectivement, des jeunes gens qui partent se battre sous bannière Daesh, État islamique, en Syrie, où le djihadisme est un mot qui peut être conçu de manière extensive, comme c'est l'action générale pour faire progresser l'islamisme, soit ce que j'ai décrit précédemment, soit toute stratégie, action idéologique, de guerre idéologique, de subversion de l'ordre démocratique ou de séparatisme qui permettra au projet islamiste d'avancer. Que je résume en une formule assez lapidaire: pas besoin d'une Kalachnikov pour être un djihadiste. On est bien évidemment un djihadiste si on a une Kalachnikov, mais par exemple, si on s'appelle Sefrioui et qu'on fait tout pour encourager des gens à s'en prendre à Samuel Paty, jusqu'au moment où il y en a un qui décapite Samuel Paty, on appartient aussi à la galaxie du djihadisme, et la justice ne s'y est pas trompée, puisqu'elle a condamné très lourdement Sefrioui et le père de la jeune fille qui avait menti et qui a effectivement participé à la cabale sur les réseaux sociaux contre Samuel Paty. Donc, exciter idéologiquement l'hostilité et donc après la violence contre quelqu'un, là en l'occurrence contre un professeur qui en plus faisait simplement son travail, vous fait rejoindre les rangs de la galaxie djihadiste. Vous dites dans le livre, Éric Delbecq, en parlant des islamistes, il n'existe à leurs yeux d'islam que politique. Il doit organiser chaque instant de la vie sociale et pas seulement individuelle, le regarder exclusivement comme une ressource spirituelle visant l'amélioration personnelle, intérieure, équivaut à une dénaturation de son essence, d'où la revendication d'un califat où la notion même de laïcité disparaît. C'est très important à expliquer parce que certains journalistes ou hommes politiques vont parler d'islamistes modérés. Alors là aussi, vous allez nous réexpliquer le terme, mais expliquer la différence entre l'islam, une religion, et l'islamisme, avec ces termes qui vous expliquez qu'effectivement, pour eux, l'islam n'est que politique, n'est que un moyen pour eux de dévoyer une religion pour en faire ce nouveau fascisme totalitaire. Alors bien évidemment, si on reprend les termes et l'appréhension que moi j'en ai et que j'ai développée, si on est islamiste, ça veut dire qu'on adhère à un projet totalitaire. Donc je vois mal comment on peut être un islamiste modéré.
En revanche, on peut être un islamiste qui est convaincu que manipuler la démocratie, que créer des polémiques dans la société civile, dans les médias, essayer de, comme on dit trivialement, de bourrer le mou aux gens, de leur travailler la tête, de leur mettre la tête à l'envers, de les culpabiliser, ça fera avancer le projet plus décisivement que la violence. À ce moment-là, on appartient à la catégorie, à la galaxie des frères musulmans, qui effectivement ont un projet un peu plus cérébralisé. Mais ça ne veut pas dire non plus qu'on délégitime clairement la violence. D'ailleurs, c'est assez intéressant et tous les experts l'expliquent, y compris bien évidemment au premier rang Gilles Kepel et Bernard Rougier. Il n'y a pas de condamnation réelle de la violence chez ces gens. Simplement, ils voient bien que selon les moments, en fonction de la sensibilité de l'époque, de l'avancée de leurs objectifs, suite par exemple à la relative défaite de l'État islamique, c'est plus intéressant de mettre l'accent sur le combat séparatiste ou sur la violence idéologique. Je résume mon propos, il n'y a pas d'islamisme modéré, il y a différentes méthodes chez les islamistes, sachant qu'il n'y a jamais de condamnation ferme et claire d'un compartiment de ces islamistes contre les autres. Donc on ne verra jamais s'affronter des séparatistes, des idéologues et des gens qui ont basculé dans la violence terroriste en s'excommuniant les uns les autres. Enfin, s'excommuniant au sens général, hein, pas religieux du mot. Et quand effectivement, à ce qu'il en est de la religion dans tout ça, plutôt qu'une longue démonstration qui pourrait être fastidieuse, je vais partir d'un exemple et on va aller au cœur du mal. Djihad, ça peut être le plus beau mot qui existe à partir du moment où on le comprend et on comprend également qu'il y a l'équivalent dans toutes les religions. Parce que l'effort spirituel, le combat contre soi-même, c'est magnifique. Et déjà, tous les monothéismes en assurent la promotion. Un catholique, un protestant, comme un musulman, doit d'abord comprendre qu'il porte la guerre contre lui-même, c'est-à-dire contre ses défauts, contre tout ce qui en lui mérite d'être amélioré. Si on prend un équivalent, le Christ lui-même dit bien qu'il est venu apporter non pas la paix, mais la guerre. Quand il dit ça, bien évidemment, c'est pas une manifestation d'apologie de la violence. C'est le fait de d'abord se prendre soi-même comme la pierre qu'on doit tailler pour s'améliorer et aller vers l'amour, vers la bienveillance, vers le respect des autres. Et puis, quand on a des gens qui instrumentalisent, ça devient la pire des choses. Et ça devient le djihadisme. Donc c'est assez facile de faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de religieux authentique qui nous mène à un effort spirituel et ce qui en est un dévoiement. Et quand on est dans le dévoiement, bien évidemment, on peut vite sombrer vers une conception caricaturale et dont le fondement est finalement ce que nous expliquait le grand sociologue Durkheim en nous prouvant que le social, quand il est liberticide, peut être d'essence religieuse. Donc là, on a affaire tout simplement à des gens qui voient le potentiel qu'ils peuvent tirer d'éléments religieux pour construire une société d'oppression. Et pour avoir le pouvoir. Généralement, quand on veut construire une société d'oppression, c'est parce qu'on s'imagine bien soi-même en oppresseur. Éric Delbecq, on parlait dans un précédent épisode des mots utilisés, de amalgame, etc. Il y a aussi une expression qu'on utilise souvent à l'encontre des djihadistes français, c'est les fameux loups solitaires. Et il s'est radicalisé tout seul. Et on interroge les voisins qui disaient qu'ils n'ont rien vu, qu'il était drôlement sympa. Vous expliquez qu'il n'y a pas d'auto-radicalisation, il n'y a pas de loup solitaire.
solitaire et que quand on parle de radicalisation, d'ailleurs vous allez nous expliquer le terme, il y a une définition finalement très précise de la radicalisation qui n'est pas toujours la bonne, en tout cas celle employée de manière courante. Alors, premièrement, effectivement, le loup solitaire, c'est un concept qu'il faut manier avec grande précaution. Soit on l'utilise de manière un peu avertie, experte et technique, comme le fait Alain Chouet, ancienne grande figure du renseignement, en l'occurrence de la DGSE, et grand analyste du phénomène, comme de beaucoup d'autres. C'est vraiment le prototype, Alain Chouet, de l'homme de renseignement qui a pensé sur les phénomènes qu'il a eu à observer et à traiter. Alain Chouet. La systématique du lone wolf, du loup solitaire, c'est-à-dire qu'en gardant un pied dans la transgression, en gardant un pied dans la légalité et en mettant un autre dans la transgression, on essaye de convaincre un certain nombre de populations sensibles de passer à la violence quand ils peuvent, comme ils peuvent, pourvu que ça s'inscrive dans la stratégie générale du mouvement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas comme ça avait été fait jusque-là dans tous les types de violences politiques. Il n'y a pas un chef, une mission, des moyens, une organisation pyramidale hiérarchisée qui fonctionne avec des professionnels de la violence qui parfois mènent carrière de violence politique sur 15 ou 20 ans. On fait appel à des non-professionnels qui peuvent, quand on en a besoin, quand on a besoin d'eux, qui peuvent éventuellement passer à la violence politique. Et à ce moment-là, on pourra dire plein de choses intelligentes et plein de choses nuancées. Et notamment, la plus grande des nuances sur le sujet, c'est que le loup solitaire, ça existe et ça n'existe pas. Ça existe si on parle d'un individu qui a agi seul, c'est-à-dire que la commission de l'acte va être isolée. Mohamed Merah est un loup solitaire au sens où il va agir tout seul et il n'y aura pas d'autres personnes avec des armes qui vont tuer en même temps que lui. Donc il ne fait pas partie d'un commando. En revanche, le loup solitaire n'existe pas si on pense qu'il est totalement isolé et qu'il n'a pas eu de soutien logistique, idéologique, qu'il n'y a pas un écosystème qui l'a poussé à. Il y a toujours un écosystème, il y a à minima toujours une idéologie, donc des gens qui vont le pousser à. Il y a toujours un soutien logistique. On peut parler effectivement de, par exemple, un type comme Sefrioui qui pousse à la violence contre Samuel Paty. On peut parler de l'émir blanc, Olivier Corel, qui faisait de l'éducation idéologique dans ce qu'on a appelé la filière d'Artiga, dont faisait partie Mohamed Merah. Donc on voit bien que ça dépend de quel côté on se place. Et effectivement, ça va en parallèle avec l'idée qu'on ne se radicalise pas tout seul dans sa cuisine ou devant son ordinateur, et qu'il y a bien évidemment un écosystème qui participe de la radicalisation et qui est vraiment multiple, qui peut aller de la propagande sur Internet à des gens de proximité qui vous y encouragent. Ce que moi, je souligne et ce que je dénonce, c'est ce qu'on a fait du concept de loup solitaire, c'est-à-dire une manière de nous dire que tout d'un coup, il y a un dingue. Généralement, peu de temps après, on nous explique que psychologiquement, il va pas bien et que c'est un déséquilibré. Donc, on psychiatrise le cas pour le rendre absolument unique, indétectable. Bah, voilà, on a une espèce de taré qui un jour se réveille et se met à assassiner les gens. Ce qui est clairement, pour les gens qui manipulent ce terme, c'est pour ça que je dis que si on l'emploie sous cet angle-là, ça n'est pas innocent. Alors, soit vraiment on n'a rien compris à la problématique et c'est de l'ignorance, soit ça veut dire qu'on ne veut pas penser le lien entre le type qui pratique cette violence et l'islamisme. Donc c'est bien le problème. Voilà. Le djihadisme, il y a 3 étapes, un processus en 3 étapes, la radicalisation, l'exploitation et le passage à l'acte. Est-ce que vous voulez bien nous raconter les 3 étapes et est-ce que quand on a commencé une étape ou 2, on en arrive forcément à la 3e étape qui est le passage à l'acte, donc l'acte violent, l'attentat. Alors cette manière de le dire est celle, et elle est tout à fait excellente, du juge Marc Trévidic, de Bernard Rougier, de Gilles Kepel qui ont cette approche-là et de quelques autres encore.
J'essaie de le traduire un petit peu différemment, mais c'est quasi exactement la même chose. La radicalisation, c'est d'abord un enfermement idéologique. C'est-à-dire que on développe, on s'immerge totalement dans ce que j'appelle un environnement idéologique carcéral. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui rentre, il n'y a plus rien qui sort, on nage dans sa bulle. Alors, selon quoi, c'est pas exactement du carcéral au sens français, puisqu'on a vu que nous, dans nos prisons, il y avait un tas de choses qui passaient dans tous les sens récemment. Mais, en tout cas, on s'enferme totalement dans un système. C'est le principe de l'idéologie totalitaire. Deuxièmement, une fois que vous êtes première bulle, première mécanique, on passe à la deuxième, puis tout ça s'enclenche de façon mécanique. Si vous enfermez dans votre bulle, que vous ne prêtez plus attention aux idées des autres, que vous êtes sûr de détenir la vérité absolue et que les autres sont dans l'erreur ou des crétins absolus, bien évidemment, vous allez passer au fait de rendre le monde manichéen. J'ai la science absolue, donc je suis le bien absolu, je suis le bien, et l'autre est forcément le mal. Donc, d'abord, on a une vérité révélée, et ensuite, on passe à la binarisation du monde entre le bien et le mal avec des majuscules. Troisième étape mécanique, si vous êtes le bien, que les autres sont le mal, et qu'à aucun moment, ils ne peuvent être considérés comme ayant une petite parcelle de vérité, en tout cas d'idées à considérer, vous allez trouver ça logique de vouloir les exterminer. Et donc, on passe au basculement dans la violence, ou à minima, à la complaisance, à la justification de la violence. Et là, vous êtes arrivé au terme non seulement de votre radicalisation, et bien évidemment de la possibilité de vous-même devenir un acteur au sens plein de cette violence. Donc la dernière étape, c'est aussi l'étape frontière qui fait que vous passez, alors là pour le coup, dans ce qui est interdit par la loi, c'est-à-dire la violence. Mais c'est ça la mécanique de radicalisation. Ça marche avec l'islamisme, mais ça marche avec d'autres formes de radicalisation. C'est la radicalisation d'ultra-gauche ou la radicalisation d'ultra-droite agissent selon les mêmes mécaniques. Marc Trévidic, pour France Info. Il y en a toujours eu de l'antisémitisme au mouvement islamiste. C'est pas nouveau, parce qu'on dit que là, il aurait muté. Non, en fait, c'est pas nouveau, cet antisémitisme. C'est pas nouveau. Il y avait déjà des alliances plus ou moins avec des islamistes religieux et Adolf Hitler d'ailleurs. Enfin, on va pas refaire l'histoire, mais il y a eu des choses très liées entre l'extrême droite et les mouvements islamistes très tôt dans l'histoire par rapport justement à la question juive. Est-ce qu'on peut se déradicaliser ? Oula, alors ça, moi, j'y crois pas beaucoup, pour deux raisons. Premièrement, parce que l'expérience nous a prouvé que c'était ultra compliqué à faire et que toutes les expériences ont été non concluantes. Deuxièmement, parce que je vois mal comment on pourrait faire à rebours, en sens inverse, tout le chemin d'une vie, le parcours d'une vie qui a conduit à la radicalisation, sachant qu'on ne maîtrise pas toutes les étapes et qu'on ne sait pas toujours tous les éléments qui ont contribué à cette radicalisation, parce que la radicalisation, c'est toujours un parcours. Et je fonctionne en boucle avec ce que je disais précédemment. C'est pour ça que l'auto-radicalisation flash express en 3 jours, niet, ce n'est pas un concept crédible. Et que, en plus, ajoutons une chose, c'est que si on voulait, admettons que ça puisse être possible, ce que je ne crois pas, mais admettons, comme dit l'autre, il y aurait forcément quelque chose qui approcherait tôt ou tard le viol mental pour déradicaliser quelqu'un. Donc moi, je suis vraiment très mal à l'aise avec le concept de déradicalisation, et pragmatiquement, je constate que ça n'a jamais fonctionné. Sans doute l'un parce que l'autre, d'ailleurs. C'est parce que c'est très complexe que les expérimentations montrent que ça ne marche pas. Il faut arriver avant l'étape de la radicalisation. C'est l'anticipation qu'il faut travailler, donc la République.
On a parlé tout à l'heure des islamistes modérés, de la fameuse expression islamiste modérée que vous avez mis à mal. Ces islamistes, ceux qui se sont islamisés en France, aujourd'hui, quels sont les rapports entre eux? Vous parlez dans le livre de la porosité, évidemment, entre ceux qui sont en France et ceux qui sont à l'étranger. On aurait pu se dire, avec l'affaiblissement ou le relatif affaiblissement de l'État islamique, etc., que ça allait peut-être évoluer, ou est-ce que, justement, quand on a commencé un parcours de radicalisation, eh bien, peu importe ce qui se passe à l'étranger, ils sont déjà dans une ligne droite, malheureusement, vers l'acte violent. Ce qui se passe à l'étranger, c'est une force d'appoint. Ça vient encourager, vitaminer, rendre encore plus facile une radicalisation. Mais ça n'est pas une condition absolument indispensable d'une radicalisation. Le phénomène de l'islamisme, dont la première racine est la naissance des frères musulmans, et qui s'est produit à la fin des années 20, dans les années 30, s'est construit, et je le rappelle, par admiration et imitation du modèle nazi et fasciste. Florence Bergeau-Blackler pour RCJ. On n'a pas encore saisi en fait la façon dont ils pensent. On avait un certain nombre de travaux qui disaient voilà, un tel est un frère parce qu'il connaît un tel, parce que, etc. Et donc ce qu'ils veulent, ce sont des intégristes. Mais ce qu'ils veulent au fond, c'est prendre le pouvoir dans les pays musulmans. Donc c'est un épiphénomène dans les pays européens. Et moi, je pense que le champ religieux islamique en France a été frérisé depuis les années 1980. Bien évidemment, il a trouvé un amplificateur d'effet et d'efficacité avec la guerre en Afghanistan dans les années 80, mais il avait déjà fait tout son parcours de construction idéologique avant cet événement international majeur, et où il a trouvé son aliment dans la vie politique, sociale, culturelle, intellectuelle en Égypte dans les années 30 et ensuite dans son rapport au nasserisme. Il faut comprendre les radicalisations comme étant des mouvements profonds qui répondent à quelque chose qui se passe dans l'espace social et non pas comme un phénomène que une victoire totale, pour peu qu'elle soit opérationnellement possible dans un laps de temps raisonnable, contre un phénomène extérieur, en l'occurrence dans un conflit, va résoudre. Donc, la radicalisation ne pouvait pas être interrompue, ses progrès ne pouvaient pas être interrompus, la fabrique d'islamistes ne pouvait pas être interrompue parce qu'on allait mettre de claque à Daesh ou à toute autre entité à prétention califale. Ça, c'est des courtes vues, ceux qui portent ce discours. Enfin, ils sont propagateurs d'une analyse à courte vue qui, pour moi, n'est même pas une analyse d'ailleurs. Ça a été pourtant le cas de la France, après les attentats, d'aller effectivement frapper. Est-ce que, à votre sens, et je complète cette question, on a, entre guillemets, frappé trop ou pas assez à l'étranger, alors qu'en fait, le cœur du problème se trouve sur le territoire français et depuis des années? Alors, de manière, je ne sais pas si vous dire plus générale ou plus précise, moi je pense qu'on devrait sérieusement s'interroger sur le fait de se projeter aux quatre coins du monde pour faire un certain nombre d'opérations. Ou en tout cas, si on les fait, il faut les faire brièvement avec un objectif très précis et se retirer ensuite. Puis après, il y a des opérations complètement illégitimes. Il faut se rendre compte quand même que c'est Bush fils qui a commencé à foutre le bordel sur la scène internationale et on en vit encore les conséquences. Plus spécifiquement par rapport à cette question, oui, le problème est d'abord chez nous. Le problème est d'abord d'identifier pourquoi cette radicalisation prospère, quels en sont tous les fondamentaux, sans faire en permanence de politiquement correct parce qu'on ne veut pas voir les phénomènes. On peut tout voir à partir du moment où on le voit avec le bon prisme. Voilà.
La question, effectivement, c'est que des fois, des gens, de part et d'autre, ont des arrière-pensées, et qu'à partir de ce moment-là, il aurait fallu prendre des dispositions qui étaient des dispositions de renforcement de la République, bien avant qu'on soit obligé de prendre des mesures sécuritaires. De ce point de vue-là, quand même, le meilleur instrument pour lutter contre la radicalisation reste l'école. Donc, une fois qu'on a dit ça, ça veut bien dire que oui, notre problème est d'abord à l'intérieur, et que oui, notre problème était pas de nature sécuritaire au départ. Alors oui, ça renvoie à qu'est-ce qu'on a fait de l'intégration, est-ce qu'on a pu la réaliser? En l'occurrence, il y a de sacrés sujets là-dessus. Est-ce qu'on a su garantir une école qui soit le premier défenseur, le grand rempart de la République? C'est pas certain. Est-ce que, autre grand débat sur lequel je peux m'engueuler avec un tas de gens, est-ce qu'on a pensé ce qu'il fallait donner avec l'après-service militaire? Plus clairement encore, est-ce qu'on n'aurait pas dû remplacer le service militaire par quelque chose? Enfin, on voit bien toutes les questions qui se posent pour défendre la République et empêcher, et je dis bien empêcher, toutes les formes de radicalisation d'où qu'elle est. Mais c'est une sacrée question, ça. Et ça veut dire qu'on a 40 ans de conneries à rattraper. Il y a des grandes figures, si on peut appeler ça comme ça, de l'islamisme en France, que vous évoquez également dans le livre. Et il y en a qui ont fait beaucoup de mal à la France et à ces jeunes musulmans. C'est Tariq Ramadan. Mmh. Oui, dont Charlie s'était fait une spécialité pour le dénoncer, parce que il a été à un moment typique de ce courant des frères musulmans tenant un double langage et voulant laisser penser qu'il n'était pas dangereux, alors que c'est tout le contraire. Mais c'est des phénomènes historiques qu'on a connus, c'est simplement qu'on ne veut pas s'en rappeler. Caroline Forest, pour Tout le monde en parle. Il nie appartenir à la confrérie des frères musulmans comme à peu près 90% des frères musulmans. Il faut bien comprendre que c'est pas une organisation dont on a sa carte ou comme un parti. En fait, être frère musulman, c'est une école de pensée. Et on définit un frère musulman par le fait qu'il adhère à la pensée et à la méthode de Hassan al-Banna. Et c'est là où Tariq Ramadan se moque un peu de nous, parce que on lui reproche pas d'être le petit-fils de Banna. On lui reproche d'enseigner aujourd'hui, d'être la personne qui fait le plus pour diffuser la pensée et la méthode de son grand-père, qu'il présente dans ses cassettes comme le modèle à suivre, le plus grand réformiste de ce siècle, un type formidable qui avait une méthode extraordinaire et une pensée limpide et lucide qu'il faut suivre aujourd'hui. Ces gens-là n'inventent rien de nouveau. Ils recyclent une partie de l'histoire du XXe siècle. Et nous, bêtement, on tombe dans le panneau. Sans doute avons-nous un problème de mémoire. Quand vous disiez tout à l'heure que l'islamisme c'est inspiré des modèles nazis et fascistes, qu'est-ce qui les rassemble et qu'est-ce qui les différencie, s'il y a quelque chose qui les différencie? Alors, les frères musulmans, encore une fois, la racine de l'islamisme, fondée au départ par Hassan al-Banna, dont on rappelle qu'il avait un lien familial avec Tariq Ramadan, donc comme quoi la pomme tombe pas loin de l'arbre, s'élabore, s'édifie sur l'admiration de Adolf Hitler et Benito Mussolini. Hassan al-Banna n'a jamais caché ça, et même l'organisation qui va donner à son mouvement, entre la partie légale, la partie clandestine, qui est la partie de l'organisation armée, tout ça, c'est copié sur les modèles fascistes de l'époque. Pensez même au titre, au lexique employé. Au sein des frères musulmans, il y avait la notion de guide suprême. Ça rappelle quand même furieusement le Führer, le Duce, le Caudillo. Restons sur le Führer ou le Duce, qui sont phénomènes authentiquement fascistes. Et y compris le programme à l'époque, dans les années 30, en 50 points des frères musulmans, on peut faire point par point une analogie avec le programme nazi, donc allemand, et fasciste italien. On notera
codicile au passage que le mépris de la femme est le même dans le nazisme, le fascisme et l'islamisme. Donc quand on insiste en plus très 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 lourdement sur la place de la femme au sein de l'islam, on néglige deux choses. Il y a des courants dans l'islam, et il y a eu toute une partie de l'histoire d'islam où on n'avait pas le même regard sur la femme. Et ensuite, bien évidemment, on néglige les comparaisons qui nous prouvent que c'est d'abord dans les phénomènes totalitaires, parce que bien évidemment la liberté y est à son degré zéro, qu'on a une oppression assez compréhensible logiquement de la femme. Bien évidemment, on retrouve également aussi dans le courant frériste la même duplicité qu'on a dans le fascisme et le nazisme. C'est-à-dire il y a une action occulte qu'on laisse pas trop voir, il y a une action violente sporadique, et puis il y a un discours qui se veut rassurant. Donc on a tous les éléments dans les livres d'histoire pour comprendre qu'on n'est pas dans la métaphore, qu'on n'est pas dans la simple comparaison un peu idiote lorsqu'on dit islamisme égale fascisme totalitaire. Il suffit d'ouvrir des bouquins d'histoire et de voir qu'on peut en établir la filiation. Donc les gens aujourd'hui qui disent non, ce n'est pas vrai, soit ils sont franchement idiots, soit ils sont franchement manipulateurs. Vous racontez dans le livre, Éric Delbecq, un échange avec Luc, qui est un major de police en région Occitanie en 2022. Qui n'est pas son vrai prénom, bien sûr. Qui n'est pas son vrai prénom. Il raconte lui-même une discussion fascinante qu'il avait eue avec Ali, qui n'est peut-être pas son vrai prénom non plus. Petit voyou de Toulouse, et qui était passé, comme malheureusement beaucoup de jeunes de banlieue, de délinquants, on va dire, pas de gamme, délinquants, petits voyous, à un dévoiement vers un islamisme et vers une salafisation progressive sur 2 ans. C'est ce que raconte ce major de police. Et il va faire le parallèle avec l'idéologie des voyous ou de certaines figures comme Scarface, qu'il pourrait admirer en voyou, et les autres figures des terroristes. Comment est-ce qu'on fait ce lien et comment est-ce que finalement on peut lutter contre cela, ces jeunes ? Alors, ce qu'il faut peut-être essayer d'approcher, c'est ce qui, notamment chez les jeunes gens qui se radicalisent et qui vont éventuellement sombrer dans la violence armée, djihadiste, c'est qu'ils ont une conception vraiment caricaturale de leur aspiration, de leur terrible modèle idéal. Et leur terrible modèle idéal, effectivement, il n'est pas tant religieux que celui d'une espèce de petit seigneur de la guerre, de petit satrape local, qui finalement ne veut à peu près que 3 choses. C'est l'argent, les femmes et le pouvoir. Donc vraiment, on est dans ce que la figure de Scarface, une fois qu'on a enlevé le talent d'Al Pacino et le côté littéraire, peut porter de plus lamentable. Donc en fait, c'est une espèce d'idéal au rabais dont il faudrait bien évidemment comprendre la construction, assez semblable à la figure historique de la petite brute fasciste ou nazie, voilà, qui est une espèce de personnage bassement dominateur. Tout notre problème est là. Et il peut très bien y avoir dans cette figure-là une alliance, pas du tout contre nature, mais assez compréhensible, entre un fond idéologique et puis, bien évidemment, un parcours criminel. Si on note que souvent on a affaire à des djihadistes qui ont un passé, qui sont judiciaires, qui sont connus de la justice, qui ont trempé dans la criminalité, puis après qui se salafisent, il y a une cohérence, ça n'est pas un hasard. Et en plus, il n'y a rien de mieux quand on est un petit criminel de se donner la dignité d'un grand combattant et de se voir en chevalier du prophète. Hein, c'est assez terrible, mais on voit bien de quoi il est question et devrait approfondir un peu davantage ce sujet-là.
Le monde libre a vaincu le fascisme de Mussolini, le monde libre a vaincu le nazisme d'Hitler. Est-ce que le monde libre pourra vaincre l'islamisme? Je ne mets même pas de nom derrière, parce que finalement, enfin d'identité, parce que c'est protéiforme, parce qu'il y en a beaucoup. Et est-ce que ce combat, vous parliez de la différence entre le djihadisme, l'islamisme et le séparatisme dont on va parler après, est-ce que le combat contre un djihadiste, 10, 100, 1000, ok, il est possible, mais un combat contre une telle idéologie qui a imprégné le monde depuis déjà tant d'années? Premièrement, je suis assez convaincu, alors ça doit être une position de principe, ou alors j'ai trop vu de films hollywoodiens, je ne sais pas, mais il y a quelque chose en moi, invinciblement, qui pense que la lumière gagne toujours sur l'obscurité. Et pour des raisons qui ne sont pas un peu romanesques, romantiques, idéalistes, c'est parce que je pense que par définition, la liberté, la lumière, l'intelligence a des ressources de toute façon toujours insoupçonnées qui finiront par l'emporter. Après, de manière un peu plus concrète, la prégnance du mal, on la voit, et on vit dans un système qui est en partie fondé sur le fait de nous la montrer, voire de l'exhiber. Généralement, on met un peu plus longtemps à braquer la caméra sur ceux qui sont de l'espèce d'Oskar Schindler. Donc, tous les gens qui, à leur niveau, en usant de tous les moyens, de l'intelligence, de la ruse, en qui l'humanité, l'espoir fait un travail, porteront toujours ce combat. C'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je crois beaucoup aux ressources de la société civile. Je crois, et avec mon histoire, c'est un peu paradoxal, mais je crois un peu moins en l'État, je crois beaucoup plus dans les gens. Charlie Hebdo, 10 ans après, Les Irresponsables. Un podcast écrit et produit par Sandrine Seban. Basé sur le livre Les Irresponsables, paru chez Plomb, et écrit par Éric Delbecq. Réalisation, montage et mixage, Théo Seki. Illustration et documentation sonore, Amy Rosilio. Musique originale, Théo Seki. Communication et relations presse, Rachel Larmy. Un podcast RCJ Studio.